Comment utiliser correctement l'accentuation en portugais? Deuxième partie ou deuxième vidéo sur ce thème. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons voir de quelle façon nous pouvons utiliser ou comment utiliser correctement l'accent circonflexe. L'accent circonflexe ainsi que d'autres particularités de la langue portugaise. Je vous explique cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en expliquant la langue, bien évidemment, mais également en touchant à certaines particularités de la culture et de l'histoire du pays, puisque, selon moi, l'apprentissage d'une langue ne se limite pas uniquement ne se résume pas uniquement à quelques notions de grammaire et l'acquisition de vocabulaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, nous nous retrouvons sur mon ordinateur afin de pouvoir considérer cette question de l'accentuation en portugais et concrètement l'accent ou la question à propos de l'accent circonflexe. Comment apprendre à maîtriser cet accent afin d'être à même de maîtriser la langue correctement. Donc, nous pouvons voir certains signes auxiliaires à l'écrit, tout comme dans la première vidéo. Nous avions pu parler de l'accent aigu, l'accent grave, voir dans quelle situation autrefois, avant l'accord orthographique de 1990, ces accents étaient utilisés. Et aujourd'hui encore, nous allons voir un peu, faire une comparaison entre avant le nouvel accord orthographe et donc après 1990, avec l'entrée en vigueur de cet accord orthographique. Donc, nous avions pu parler, comme j'ai pu le dire, de l'accent aigu, de l'accent grave. Aujourd'hui, nous allons considérer l'accent circonflexe. C'est un accent en portugais qui est utilisé pour signaler la voyelle tonique, orale ou nasale. Donc, si celle-ci est un A, un E ou un O fermé, comme dans câmara, qui veut dire, qui peut être qui peut vouloir dire une mairie, une caméra, ambit, qui veut dire domaine. Donc, on parle dans le domaine de quelque chose. Donc, ce mot a trait au domaine. Chinês, donc pour ce qui est du E, chinês, chinois. Agência, une agence de voyage. Códia, donc pour ce qui est du O, donc O fermé. Códia, qui veut dire croûte. Consul, on ne dit pas consul, mais consul, donc l'accentuation est faite sur le O, donc un O fermé. Pour ce qui est de l'utilisation de l'accent circonflexe, pour bien comprendre l'évolution et également être à jour dans les changements obtenus grâce à l'accord orthographique de 1990. Donc, comme dans la précédente vidéo où nous avons pu parler, où nous avons pu considérer l'accent aigu, donc avant et après l'accord de l'orthographe. Donc côté gauche, nous avons ce qui avait
ce qu'il y avait avant l'accord orthographique et côté droit, bien évidemment, après l'entrée en vigueur de l'accord orthographique. Donc, pour ce qui est des mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe, et nous avions pu voir dans la vidéo précédente qu'en portugais, ces mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe sont, sont appelés en portugais agudos, ou dans ce cas agudas, puisque mot en portugais est féminin, palavra. Donc, palavras agudas, c'est le terme que l'on donne à des mots où l'accentuation est faite sur la dernière syllabe. Et pour ce qui est de ces mots, avec les voyelles toniques E et O fermées, suivies ou pas d'un S, comme dans français, français, remarquez que le E ou l'accent circonflexe, l'accentuation pardon, est faite sur le E, donc français, la dernière syllabe. Donc français voulant dire français, bien évidemment. Avô, remarquez que le O est fermé. Avô, avô, avec un accent circonflexe, veut dire grand-père. Et comme nous avions pu le voir là, dans la vidéo précédente, avó, un O ouvert, avó, avec un accent aigu, veut dire grand-mère. Donc c'était juste une parenthèse. Pour ce qui est de ce cas-là, après l'accord de l'orthographe, il n'y a pas eu de changement. Les formes de la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif, des verbes ter, donc avoir, et vir, venir, et leurs dérivés, de façon à ne pas être confondus avec les formes du singulier. Donc au pluriel, nous avons tem, il ou elle ont, eles ou elas têm, avec un accent circonflexe, c'est à la troisième personne du pluriel. Contrairement à tem, qui est sans accent, comme vous pouvez le voir, qui est à la troisième personne du singulier. Donc avec un accent circonflexe, troisième personne du pluriel, sans accent circonflexe, troisième personne du singulier. Pour ce qui est de ter, donc avoir, ou vir, venir, et leurs dérivés, comme vous pouvez le voir, manter, maintenir, donc maintint, il ou elle maintiennent, contrairement à maintint avec un accent aigu, il ou elle maintient. Intervint, donc un dérivé de venir, intervir, intervenir. Donc le premier exemple avec l'accent circonflexe est au pluriel, troisième personne du pluriel, contrairement à l'exemple suivant qui est cité, intervint avec un accent aigu, troisième personne du singulier. Et là également, aucun changement. Donc les choses continuent à être comme elles étaient avant 1990. Je pourrais dire parfois, je pourrais citer cette date simplement pour faire la différence entre avant et après, euh, pour ne pas avoir toujours à me répéter avant, après l'accord de l'orthographe. Je pense que c'est assez compréhensible. Les formes de la troisième personne du singulier, du pluriel, du présent, de l'indicatif des verbes crer, croire, ler,
lire, ver, voir, et leurs dérivés, comme créer. Donc ici maintenant, on est à la troisième personne du singulier. Le pluriel, creen, il ou elle croit. Les, donc troisième personne du singulier. Leen, troisième personne du pluriel. Pour ce qui est du verbe ver, voir, V avec un accent circonflexe, donc il ou elle voit, et troisième personne du pluriel, veem. D'ailleurs, j'avais pu faire une vidéo précédemment. Je pourrais vous donner dans la description la référence de cette vidéo qui faisait qui vous aide à faire la différence entre le verbe vir et ver, donc venir et voir. Il peut y avoir parfois, particulièrement à l'oral, certaines difficultés. Et cette vidéo euh, vous aide assez bien pour faire la différence. Je pourrais vous la donner en description. Je pourrais laisser le lien dans la description. Là, il y a eu un changement dans les formes respectives du pluriel qui cesse d'être accentué. Donc, crée sans accent, les, vem. Les formes de la troisième personne du singulier et du pluriel, du présent du subjonctif du verbe dar et ses dérivés, comme des, qu'il donne, donc troisième personne du singulier, des, avec un accent circonflexe, et les dérivés du verbe dar. Dejdar, par exemple, dejde, rede, donc des du verbe dar, donner, dejdar, dédaigner, et redar, donner à nouveau. Donc dar de nouveau, ou redar. Donc singulier, puis le pluriel, den, dejden, redem. Là, il y a eu également un changement dans les formes respectives du pluriel qui ont cessé d'être accentuées. Donc, nous avons ici les cas du pluriel, troisième personne du pluriel, de, dejden et redem. Pour ce qui est du verbe pour, l'infinitif du verbe pour, mais attention, pas ses dérivés. Donc, expor, on parle de pour, mettre ou poser. Expor, exposer. Propor, proposer. Et suppor, supposer. Et là, il n'y a pas de changement. Donc, les choses se maintiennent comme elles étaient avant. Le verbe pour à l'infinitif a un accent circonflexe, mais pas ses dérivés. Les formes verbales qui s'écriraient de la même façon que d'autres du même verbe, comme demos, qui est une forme donc passée, euh, contrairement à demos. Pod, donc demos, nous avons donné. Pod, il a pu, du verbe pouvoir. Et aujourd'hui, l'accentuation de la forme verbale demos devient facultative. Donc, nous avions déjà pu voir dans une autre vidéo que l'accord de l'orthographe de 1990 a permis plus d'une
plus d'une façon d'écrire certains mots ou certaines formes verbales, euh, mais l'accord de l'orthographe a permis cela, donc plus d'une façon d'écrire les choses. On peut dire également que l'accentuation de la forme verbale pod reste obligatoire. Les mots où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, euh, et en portugais, on dit que ces mots sont graves, donc sur la dernière syllabe, c'est juste une petite parenthèse. Si l'accentuation est faite sur la dernière syllabe, ce sont des mots, palavras agudas, l'avant-dernière graves et l'avant-dernière ou la troisième en partant de la fin, esdrúxulas. Donc les mots où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe qui ont une voyelle tonique fermée et seraient homographes d'autres, comme coa, contrairement à coa, pourrait se traduire comme du verbe couar. Euh, c'est un genre, une façon de filtrer, voilà, filtrer. Et donc, il y a deux façons. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je pourrais aborder, euh, je pourrais aborder les homographes, donc les mots qui ont une façon d'être prononcée semblable, s'écrivent de la même façon, mais ont un sens complètement différent, bien évidemment. Puis nous avons pale, donc pale à travers, qui peut être traduit comme à travers. Et là, on parle également aujourd'hui d'un changement dans euh, certains mots homographes, d'autres sans accentuation propre, qui cessent d'être accentués. Pale, Paul, per. Parlons maintenant de l'exception de l'utilisation de l'accent. Les dérivés de mots avec accent qui se terminent par ment ou qui incluent des suffixes commençant par z. Par exemple, nous pourrions parler de assiduamente, qui vient du mot assidu. Donc, assidu a un accent, mais son dérivé, assiduamente, le perd. Donc l'accentuation sur le mot assidu est faite sur le i, mais si le mot se termine par, si c'est un dérivé et il se termine par, comme c'est le cas, par ment, assiduamente, euh, donc il n'y a plus d'accent. Cafézite, euh, c'est un diminutif de café, café. Donc, comme vous pouvez le voir, si le suffixe commence par un Z, euh, il perd l'accent également. Donc, cafézite, un petit café, c'est un diminutif. Pezinho, c'est également un diminutif et veut dire petit pied. Donc, et vient bien évidemment du mot pé, qui veut dire pied. Donc, assiduamente, cafézite, pezinho. Parlons également des mots dont l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe avec la voyelle tonique O immédiatement suivie d'un O à la fin. Par exemple, un jo,
qui veut dire, pourrait être traduit comme nausée, mal de mer, peut-être un petit peu plus nausée, voilà. Rebo, je ne suis pas sûr de la traduction, donc je ne vais pas. J'ai vu avant de faire cette vidéo, j'ai quand même vérifié les traductions de certains mots qui pouvaient m'échapper, mais, mais en ce moment, ça m'a vraiment échappé. Veau, qui veut dire vol, donc un vol d'oiseau, d'avion, par avion. Veau, donc vol. Avec l'accord orthographique, c'est une petite parenthèse que j'ai trouvé assez intéressant de le mentionner. Et d'ailleurs, ça pourra nous aider à comprendre certains aspects de l'accord, de l'orthographe, particulièrement ici au Portugal, puisque avec l'accord orthographique de 1990, les mots terminés par un double O, donc, perdent leur accent circonflexe au Brésil. Donc je ferai de cette explication l'objet d'une vidéo. Ça sera, je pense, assez intéressant voir comment, dans certains pays, d'ailleurs, comment peut-on définir un accord? Quand peut-on dire qu'il y a un accord? Voilà. Quand peut-on dire qu'il y a un accord de l'orthographe? Par combien de pays doit-il être accepté? Donc certains aspects assez intéressants à propos de cet accord. Donc j'en ferai, sans trop entrer dans les détails, j'en ferai l'objet d'une prochaine vidéo. Mais bon, sachez qu'avec cet accord, après l'entrée en vigueur de cet accord, les mots terminés par un double O perdent leur accent circonflexe au Brésil. Parlons également des mots dont les syllabes se terminent par un L, un M, un N, un R ou un Z, ou qui sont suivis de NH. Paul, Paul, ruim, ainda, cair, juiz, bainha. Paul, si je ne me trompe, ça a trait au marécage. Donc je pense que c'est le mot que l'on utilise pour désigner une étendue d'eau, mais de l'eau qui ne coule pas. Donc un point d'eau qui est stagné. Et je pense que l'idée plus proche serait un genre de marais, marécage. Voilà, c'est un petit peu l'idée pour ce qui est de ce mot. Ruim, donc mauvais. Ainda, encore. Cair, tomber. Juiz, juge. Beigne, qui veut dire l'ourlet. Donc l'ourlet qu'une couturière prépare pour un pantalon, par exemple. Un pantalon ou une autre pièce de vêtement. Donc l'ourlet. Mots dont les voyelles toniques I ou U sont précédées d'une diphtongue. Taoïsme. Et là, j'attire votre attention par le fait que taoïsme, je l'ai écrit avec un U, mais vous pouvez le trouver également sous la forme d'un O. Donc T-A-O-I, taoïsme. Ici, j'ai préféré le mettre avec un U, ce qui n'est pas incorrect en soi. Donc, ces deux formes sont permises. Mais disons que
pour cet exemple, ça m'arrangeait de pouvoir le citer afin de vous aider à comprendre ce que j'ai pu écrire ici. Donc, les mots dont les voyelles toniques I ou U sont précédés d'une diphtongue. Taoísme, caiu, pauís. Pauís étant le pluriel de Paulo. Paulo. Paulo masculin, pauís pluriel. Euh, Pau, exactement. Paulo singulier, pardon. Oui, masculin, mais singulier. Et pauís pluriel. Mot dont l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe qui peut être prononcée oi ou oi. Boina, qui est un béret, boina, 18, donc oi, boina, béret, 18, 18. Stroina, le sens m'a échappé, excusez-moi, mais le sens m'a échappé. Également, là aussi, avec l'entrée en vigueur de l'accord de l'orthographe de 1990, les diphtongues toniques oi, où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, cessent d'être accentuées graphiquement. Donc, boy, boué, héroïque, héroïque. Mot terminé par eia et eico, comme assembleia, assemblée, épopéico, qui a trait à une épopée. Avec le nouvel accord donc de l'orthographe, les diphtongues ei, des mots où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, cessent de recevoir un accent graphique au Brésil. C'est juste donc une parenthèse euh, utile ou pas pour votre connaissance. Mais bon, sachez cela. Avec l'entrée en vigueur du nouvel accord orthographique, les diphtongues, donc au Brésil, les diphtongues ei, des mots où l'accentuation est faite sur l'avant-dernière syllabe, cessent de recevoir un accent graphique. Comme par exemple assembleia ou encore ideia. Assembleia, assemblée, ideia, idée. Parlons également des voyelles toniques ou de la voyelle tonique I quand elle est précédée de QU ou GU. Donc, erguição, tranquille. Parlons maintenant du tilde. C'est un signe de l'orthographe. C'est un signe qui est assez utilisé au Portugal, euh, en Espagne également, mais euh, au Portugal quand même assez bien, oui. Le tilde indique la nasalité, donc je pense que vous connaissez le signe. C'est celui-ci qui apparaît au-dessus du A, ici. Donc, maçã, cão, pões, calções. Le tilde indique la nasalité des voyelles A et O, n'étant pas considéré en soi un accent. Il peut également souligner la voyelle tonique s'il n'existe aucun autre signe, aucun autre signe graphique dans le mot. Comme c'est le cas ici, donc il n'y a aucun autre euh, signe graphique dans ces mots. Donc, disons qu'il assume un peu ce rôle. Et comme vous pouvez le remarquer,
Donc l'accentuation où la voyelle tonique est soulignée par ce signe graphique, comme massin, qui veut dire pomme, cão, chien, pões, tu, tu, tu mets, tu poses, tu mets, calções, des shorts. La nasalité peut être également indiquée par une voyelle suivie d'un M ou un N, comme c'est le cas dans les formes verbales, comme foram, bien évidemment, tout comme en français, euh, est un forum. Je pense qu'en français, il n'y a pas d'accent, mais bon, ici, en portugais, oui, forum. Cantam, ici, c'est une forme verbale. Il ou elle chante, troisième personne du pluriel, du présent de l'indicatif. Bens, des biens, des biens matériels, des avoirs. Lorsqu'il existe un accent graphique, le tilde surgit sur une syllabe atone. Donc, je pense que vous avez compris, mais les exemples que je cite donc servent précisément à vous aider à visualiser cette explication. Donc, s'il y a un accent graphique dans le mot, le tilde surgit sur la syllabe qui n'a aucune accentuation, donc la syllabe atone. Et dans ce cas, on lira organ et non pas organ, organ. L'accent est placé sur le premier O, organ, qui veut dire organe, ou bien il peut vouloir dire également un instrument que l'on trouve parfois dans les églises. Et je pense qu'on peut le traduire par orgue, si je ne me trompe. Benção, qui veut dire bénédiction. Donc l'accentuation est faite sur la première syllabe, benção, et on ne dit pas benção. Benção. Zangão, qui est un insecte, donc semblable à l'abeille, un peu différent, mais bon, assez semblable à l'abeille. Mais qui peut vouloir dire également, d'ailleurs, vous, vous pouvez fixer cela de cette façon. Ce mot a trait également à la condition que l'on peut ressentir lorsque l'on est fâché. D'ailleurs, il tire un peu il dérive un peu du verbe zangar, donc se fâcher. Et comme je voulais le dire, zangão en portugais est l'équivalent du nom d'un des sept nains de Blanche-Neige, donc Grincheux. Oui, je pense que c'est Grincheux. Donc voilà, il a un petit peu ce sens également. Fâcheux, fâché, Grincheux. L'apostrophe. L'apostrophe est un signe graphique qui représente l'élision d'une voyelle ou d'une suite de lettres dans un mot. Elle est utilisée, donc, comme vous pouvez le voir, il y a certaines ressemblances pour ce qui est de l'utilisation de certains signes. Il y a certaines ressemblances entre le portugais et le français, peut-être même avec d'autres langues, mais bon. J'ai préféré quand même vous exposer cela afin d'être le plus correct possible, le plus précis possible également, de façon à ce que votre explication puisse
votre domaine de connaissance puisse être le plus complet possible. Voilà. Donc l'apostrophe est utilisée pour signaler la suppression d'une voyelle dans un vers, par exemple, en raison de l'exigence de la métrique, comme esperança, qui, euh, qui veut dire l'espérance, bien évidemment. Et là, on peut placer dans le contexte d'un verbe, de la poésie, on peut placer ou mettre une apostrophe, une, ap- on peut mettre l'apostrophe pour supprimer, voilà, supprimer le E dans ce cas-là. Euh, si la métrique euh, l'exige ainsi, voilà. Pel y creer. Donc, pel à travers et creer, vouloir. Pour représenter la prononciation familière de certains mots, par exemple, euh, au lieu de dire sta, donc E-S-T-A, accent aigu, ou sto, E-S-T-O-U. D'ailleurs, c'est un peu comme cela que au Portugal, on reçoit les appels téléphoniques. Euh, mais bon, là, on peut également mettre l'apostrophe, euh, mais on parle ici voilà, comme j'ai pu le dire, on parle d'un un style ou une forme de langage assez familière. Voilà. In, dans des mots composés, pour indiquer la contraction de la voyelle E dans la préposition de avec la voyelle suivante. Cabeça d'água, pai d'égua, palhadas, pandai. Donc dans des mots composés, pour indiquer la contraction de la voyelle E dans la préposition de, comme vous pouvez le voir. Cabeça d'água, pai d'égua, palhadas et pandai. Pour indiquer l'élision de la voyelle d'un mot qui précède n'importe quel titre, ou alors la dénomination dans laquelle le premier élément est un article défini. Donc je vous laisse ainsi l'explication et l'exemple. Donc pour indiquer l'élision de la voyelle d'un mot qui précède n'importe quel titre, donc comme vous pouvez le voir dans les exemples dos Lusíadas ou encore na Sibila. Dos Lusíadas, na Sibila. Mais également pour indiquer que dans le cas de mots comme sainte ou santa, donc saint ou saint, la voyelle finale est supprimée avec le nom propre, qui commence par une voyelle, comme dans Sainte Anne, Sainte Anne, Saint Ignace, Saint Ignace, Ignace, oui, Saint Ignace. Voilà, donc l'apostrophe est également utilisée dans ces cas-là, donc pour indiquer euh, des mots comme sainte ou sainte, dans la mesure où la voyelle finale est supprimée avant le nom propre, s'il commence par une voyelle.
bien évidemment. Mais également pour indiquer la suppression de la voyelle, donc l'apostrophe est utilisée pour indiquer la suppression de la voyelle de préposition ou pronom qui précède, pardon, une forme pronominale ou adjectivale, écrite avec majuscule et commençant par une voyelle. Comme vous pouvez le voir dans les exemples suivants. Dil, mu, forme pronominale. Dil, mu, dhakel. Enfin, le tréma. Le tréma est utilisé dans des mots d'origine étrangère et leurs dérivés. Nous avons pu également, dans une précédente vidéo, lorsque je parlais de l'alphabet portugais, nous avons pu également considérer cet aspect. Mais j'ai trouvé assez bon de pouvoir le citer à nouveau afin euh, de vous rappeler certains points et, euh, et suivre disons une ordre d'idées, un ordre d'idées assez logique. Voilà. Je pense que c'est peut-être l'idée que je voulais souligner. Donc le tréma est utilisé dans des mots d'origine étrangère et leurs dérivés comme mulher euh, ou en portugais mulher et son dérivé mulherian. Une autre parenthèse également, avec l'entrée en vigueur de l'accord orthographique de 1990, le tréma est supprimé au Brésil. Dans les suites de lettres comme GU et QU, suivies d'un E ou un I, dans lesquels le U se prononce comme dans aguentar, tenir, tenir le coup, par exemple, aguentar, equestre et linguiste, qui deviennent, tout comme au Portugal, aguentar, donc sans tréma, equestre et linguiste, respectivement. Donc voilà, c'était quelques notions que je voulais vous présenter afin de suivre d'une certaine façon euh, une idée assez ou un raisonnement assez logique dans ces explications de la langue, que ce soit de l'alphabet, comme j'ai déjà pu le considérer avec vous, par exemple avec les voyelles, puis les consonnes, mais également l'accentuation, qui est un sujet qui, à première vue, peut ne pas être assez facile pour quelqu'un qui étudie le portugais comme langue étrangère. Mais bon, avec du temps, de la patience et des efforts, tout s'apprend. Donc voilà, c'était quelques notions que je voulais considérer ou revoir, pour ma part, bien évidemment, revoir avec vous. Et j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Euh, Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un petit pouce. Ce sera toujours assez sympa de voir un retour de vos goûts, de vos pensées. Si vous avez éventuellement des questions à me poser ou des doutes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de pouvoir vous répondre et de pouvoir correspondre également à vos besoins. Une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Une fois de plus, merci. C'était Philippe. À une prochaine vidéo.